Alors, Sylvie Auberson, vous n'avez pas encore entendu, hein, vous allez nous parler tout de suite des robots, mais peut-être juste sur le constat, sur cette nouvelle forme de travail. Vous qui avez des étudiants, est-ce que ça vous parle, ce qui a été dit jusqu'à présent? Oui, oui, ça me parle. Et non seulement au niveau du travail, de l'évolution du travail, mais je dirais même il y a une évolution aussi de la façon d'apprendre. Par exemple, on ne fait plus un cours à l'université aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans. On a le PowerPoint, on a même une sorte d'interaction avec les étudiants. Ils ont tous, je dis toujours, devant moi, j'ai une forêt d'ordinateurs. J'entends tap, 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 c'est tout le monde qui prend les notes du cours. Ce qui posait un problème de concentration, parce que les étudiants, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont moins interactifs, parce qu'ils tapent tout de suite ce qu'ils entendent. Peut-être ce serait bien qu'ils prennent un peu de recul. Il y a toute une modification, non seulement alors de l'évolution sur le travail, mais de l'évolution, je dirais même dans l'enseignement. Mais pour faire le lien avec les robots, ce que j'aimerais dire, c'est que... C'est presque devenu des robots, les étudiants, alors. Alors, un petit peu, et ça m'a beaucoup frappé le film tout à l'heure, déjà la prise de conscience des jeunes par rapport à la robotisation. Mais franchement, je pense qu'ils sont déjà un peu en retard, et je ne veux pas être alarmiste, mais si vous allez voir certains secteurs, par exemple au Japon, ou par exemple dans la Silicon Valley, vous avez maintenant, dans la robotique, on a des avancées dont on n'a pas vraiment conscience aujourd'hui. Vous avez des robots avocats, peut-être certains ont déjà utilisé Ross. Donc Ross, c'est un robot qui fait des recherches juridiques, beaucoup mieux que des stagiaires qui arrivent et qui travaillent tout le week-end pour chercher un arrêt du tribunal fédéral. Et meilleur Ross, marché. Et meilleur marché, que les avocats. et il ne sera pas fatigué, il ne va pas vouloir sa pause café, donc il fait des recherches juridiques. Vous avez des robots banquiers, notamment dans la fintech, qui sont extrêmement efficaces. Vous avez des robots, beaucoup au Japon, c'est vrai, qui aident notamment les personnes âgées. Vous avez déjà des cas où on les aide à monter les escaliers. Donc, et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que les Japonais ont beaucoup moins de difficultés d'interagir avec les robots. C'est ça que je trouve assez fascinant. On entendait les étudiants, ils disaient oui, mais on aura besoin toujours d'un contact humain. Je ne sais pas, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on sera beaucoup plus habitué à interagir. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que robot, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est que c'est quelque chose qui évolue, et maintenant les robots ont la faculté d'apprendre, et ils apprennent très très vite. Un autre exemple, c'est la médecine. Vous avez Watson, le robot de IBM, qui peut faire des diagnostics, et franchement, Watson a toutes les données diagnostiques. Donc par exemple, vous avez un scan de quelqu'un qui a un problème. C'est vrai que les robots sont parfois maintenant plus efficaces pour les diagnostics, parce qu'ils ont des milliers d'expériences qui sont enregistrées et qui sont en évolution constante. Donc, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est clair que ce développement-là va avoir un impact non seulement dans le secteur industriel, comme ça a été évoqué, mais aussi dans le secteur des services. Et pour moi, c'est ça la grande crainte que j'ai, et c'est ce que j'ai appelé le double effet négatif, double lose-lose effect, c'est-à-dire que si vraiment ça se produit, et vous avez quand même des gens très sérieux qui le soutiennent, des économistes, même un prix Nobel notamment, eh bien, vous aurez alors un double effet négatif, c'est-à-dire que vous allez avoir cette masse salariale qui va donc disparaître, puisque c'est des robots qui feront des activités. Qui dit masse salariale dit bien sûr sécurité sociale attachée au salaire, impôt sur le revenu, ça c'est donc le premier effet négatif. Et le deuxième effet négatif qui viendra s'ajouter, c'est qu'il y aura besoin plus de sécurité sociale pour financer ces gens qui seront par exemple au chômage et qui n'auront pas d'activité, peut-être un revenu minimum. D'où double effet. Et donc, une des idées, mais on développe peut-être après, c'est de trouver un mode de financement nouveau. Et là, je serai un peu provocateur, j'ai appelé ça le principe de neutralité, un nouveau principe de neutralité. Ce serait la neutralité entre un travailleur humain et un travailleur robot. Mais ça, on est loin, rassurez-vous, on est loin dans le futur. C'est-à-dire que le robot paierait des impôts? Et le robot, à ce moment-là, serait considéré comme un travailleur, neutralité, et donc il serait traité de la même manière qu'un travailleur humain, et donc éventuellement, effectivement, paye des impôts. Alors, demain, on sera tous remplacés par des robots. Je ne sais pas si tout le monde partage ce point de vue. Aline Iso, vous y croyez, vous? C'est un petit peu un gadget venu du Japon qui aura de la peine à s'implanter ici. Alors, je pense que ce n'est pas tellement la question, parce qu'on est plus dans des questions idéologiques. Chez nous, on a aussi, y compris en Suisse, on a des grosses discussions sur l'industrie 4.0.
tout le monde s'engouffre dans la brèche avec de très bonnes raisons, hein, mais on fait comme s'il y avait une espèce de déterminisme. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une course effrénée et on se dit, il n'y a pas le choix. L'automatisation est là quand même. Elle est là, mais ça reste un choix de digitale vision de aussi. société. Enfin, pour moi, on peut décider qu'on remplace un certain nombre d'éléments, on peut décider que non. Et on fonctionne aujourd'hui quand même beaucoup dans une espèce de fatalisme où on se dit ça va être automatisé, ça va être robotisé. Vous voyez des statistiques qui vont entre 20 et 80% des métiers ou des emplois, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qui vont disparaître. Puis vous avez d'autres, en gros, vous avez deux religions aujourd'hui, ceux qui vont vers le transhumanisme, la fin de l'espèce humaine qui, de toute façon, est totalement inefficiente, avec une automatisation de plus en plus importante, puis effectivement des gains de plus en plus importants aussi, une productivité qui augmente, des salaires qui diminuent, ça c'est la première voie. Et puis vous avez la deuxième voie, peut-être un peu plus pirate dans l'état d'esprit, qui, elle, défend le fait que la technologie devrait être au service de l'humanité et que ça devrait permettre à tout un chacun, effectivement, de toucher potentiellement un RBI ou un revenu universel, et que ça nous donnerait à tous le temps, comme le disait un des jeunes, d'aller planter des carottes et de se reconcentrer sur l'essentiel. Ça n'en reste pas moins que ces deux voies sont possibles. Il y en a peut-être une troisième, une quatrième. C'est une vision et c'est un choix de société, d'où l'importance aussi pour moi que les politiques s'engagent dans ce débat-là. Et on voit qu'aujourd'hui, le rapport de force entre nos États et les acteurs de cette économie numérique, des fabricants de robots, qu'ils soient physiques ou algorithmiques, est relativement inégal parce qu'il y a aussi un manque de prise de conscience et de maturité par rapport à ces enjeux du côté des politiciens. Bernard Comment, vous vouliez réagir? Peut-être juste Bernard Comment, excusez-moi, j'étais sûre que j'allais me tromper, voilà, c'est fait. Édouard. C'est un parent. Non, en revenant sur les robots, alors je partage les deux analyses, bien sûr, mais pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'assistais à une conférence de René Prêtre, que vous connaissez tous, le chirurgien cardiaque, oui, des enfants, qui disait, au niveau des robots, je crois qu'on ne se rend pas compte à quelle vitesse l'évolution se fait. Et aujourd'hui, les robots sont capables, déjà, d'identifier chez un individu ses émotions. Il n'est pas encore capable de le générer par lui-même sans être programmé, mais il est capable de le détecter chez l'autre et de comprendre s'il a besoin de le prendre par le cou ou plutôt de lui mettre un coup de pied où je pense. Donc, le robot va nous donner des surprises, c'est certain. C'est une certitude. Et c'est vrai que dans le monde bancaire, le robot, mais bon, ça va faciliter la gestion des ressources humaines. Juste une remarque sur Une remarque de Marco Simeoni. très rapidement, c'est que c'est pas forcément négatif qu'on me comprenne bien. Vous savez que par exemple à Fukushima en ce moment, ce sont des robots qui vont détecter la radioactivité. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de volontaires dans la salle pour aller se lancer là-dedans. Donc il y a des aspects très positifs. Le travail à la chaîne, le côté rébarbatif va disparaître et franchement personne s'en plaindra. Donc il y a vraiment des aspects positifs. Comme vous le dites, il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes juridiques énormes, parce que si on dit on veut taxer les robots, peut-être qu'il faut leur donner une personnalité juridique, et donc ça pose des questions fondamentales. Et je suis d'accord avec vous, ce que j'aimerais dire comme point, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire le 1er janvier 2018, mais on doit y réfléchir, parce que les questions sont tellement importantes, il faut des consensus internationaux, ce n'est pas la Suisse qui va introduire une taxe sur les robots, c'est bien clair. Mais donc, vous imaginez la difficulté qu'on a déjà pour faire accepter la prévoyance au niveau helvétique, les questions qui sont posées. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer tout de suite la réflexion, quitte à ne jamais, par exemple, utiliser cette taxe si on voit qu'il y a assez de places de travail et qu'il n'y a pas de problème de financement. Marco Simeoni. Oui, pour aller dans votre sens, moi j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de l'informatique, donc j'ai eu la chance de voir toute cette évolution. Et aujourd'hui, on a juste par idée et conscience de la vitesse à laquelle effectivement ces robots arrivent à réaliser des choses juste inimaginables. Et c'est ça, une partie du risque énorme, c'est que les robots vont trop vite par rapport à notre possibilité, nos capacités d'arriver à mettre en place des règles et des façons de gérer tout ça. Et ça, je pense, c'est un énorme risque. Et puis, alors, surtout, la deuxième question, en tout cas, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que nous, on va devenir quoi? On va aussi devenir des robots. J'ai peur qu'on devienne des robots.
Pourquoi? Parce que toutes les décisions vont être prises d'une façon automatique. On s'assied dans la voiture, on n'a plus besoin de freiner, d'accélérer, de faire attention. Donc quelque part, on perd toute cette capacité de réflexion. On risque de perdre cette capacité de réflexion. Et une question qu'on peut se poser, est-ce que nous, on ne va pas aussi devenir des robots? Aline Izzo. Oui, alors par rapport à ce que disait Marco Simeoni, dans le discours qu'on entend aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humain augmenté, et puis d'un autre côté, vous avez des gens qui parlent de l'humain diminué, parce qu'effectivement, on outsource tout un tas de compétences à notre voiture. Enfin, on voit que la plupart des gens, si le GPS s'éteint, ne savent plus du tout où ils sont et ne savent plus lire une carte, même si ça reste encore une des matières qu'on apprend à nos écoliers, heureusement, à l'école. Donc eux savent a priori où ils sont. Mais pour revenir à ce que disait Marco, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on a tendance toujours à parler du robot aujourd'hui comme d'un sujet. C'est on dit les robots, ils vont faire attention aux robots, comme si c'était justement des sujets à part entière. Ça reste des outils. Donc ce côté très déresponsabilisant pour nous qu'on peut avoir de dire mais finalement c'est les robots versus les êtres humains fausse déjà à mon sens le discours. Ces robots sont programmés aujourd'hui par des êtres humains. Alors on peut se poser la question de la gouvernance des robots, ça je veux bien, mais de considérer le robot comme un sujet à part entière, c'est déjà lui donner un pouvoir qu'il n'a absolument pas, sans compter le fait qu'il y a le robot physique qu'on voit là, auquel on arrive encore vaguement à donner une espèce d'identité, mais les robots algorithmiques que vous avez, les chatbots avec lesquels vous discutez, qui n'ont pas du tout une enveloppe physique, ne sont alors assurément pas associés avec des sujets potentiels. Le danger, c'est pas le robot, le danger, c'est l'humain et la gouvernance qu'il y a derrière le robot. Donc, il ne faut pas non plus se tromper de cible en tombant dans les grands blockbusters américains où on voit l'humanité contre les robots, puis en oubliant tout simplement que derrière un robot, il y a un type qui programme le robot et qui le programme avec les biais d'un humain. Donc si le robot a des biais, c'est bien ceux de celui qui l'a programmé, et c'est assez facile de se déresponsabiliser en disant que finalement, nous, on risquerait de devenir des robots. On deviendra ce qu'on a décidé de devenir. Je crois à la responsabilité individuelle et j'espère que je ne suis pas la seule. J'aimerais bien vous entendre sur les robots aussi, Nicolas Girardot, puis après Philippe Vanner. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, à l'avenir, en raison de cette automatisation, il y aura moins de jobs pour les humains? Alors indéniablement oui, en tout cas c'est le chemin de l'histoire. Maintenant je rebondis un petit peu sur tout ce qui a été dit. On parle de gouvernance, on parle de manière dont on voudrait finalement avoir la société de demain et quelle place les robots auraient dans cette société. Donc moi, comme Isabelle Amschwand, je suis un fan de science-fiction. Je pense que vous connaissez le film Star Wars. Et aussi, je rappelle une des remarques qui a été faite dans le film, c'est finalement quand les robots auront pris toutes les tâches de travail aux humains. Donc les humains pourront se concentrer sur autre chose. Donc j'utilise ici Star Wars en disant est-ce que les Jedi seraient aussi sages s'ils n'avaient pas les robots pour les aider dans leurs tâches quotidiennes? Donc oui, à mon sens, on va dans la direction d'une robotisation, mais ça ne m'effraie pas parce que comme vous, je pense que la société de demain qu'on dessinera, ça sera notre choix, ça sera notre décision. Philippe Vanner, qu'est-ce que vous dites comme démographe? Comment vous voyez l'évolution de cette population? Je travaille plutôt sur des humains et un peu moins sur les robots, mais je pense qu'il faut faire la distinction. Vous devrez peut-être vous recycler demain. Ah oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut faire la distinction entre la substitution et la complémentarité. C'est-à-dire que vous avez effectivement un risque de substitution d'un certain nombre d'activités professionnelles par des robots. Elle se pose alors la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont substituées, qui restent en quelque sorte sur le carreau. Et puis vous avez la complémentarité. Et jusqu'à présent, en fait, toute l'automatisation du XXe siècle, si on regarde par exemple dans l'agriculture, où effectivement il y a de plus en plus d'outils, de machines, de plus en plus perfectionnés, eh bien, cette automatisation a surtout servi à accroître en quelque sorte la productivité, ce qui est aussi bon pour l'économie et bon pour les assurances sociales. Donc si effectivement on a un développement de la robotique qui amène quelque chose de positif, eh bien pourquoi s'en priver? Et c'est le cas en particulier dans le domaine de la santé, j'ai l'impression. Si vous aviez parlé du Japon, vous verrez certainement ces robots qui prennent soin des personnes âgées, qui font des dépistages en quelque sorte des situations de risque.
Vous avez par exemple ces petits robots qui accompagnent les ménages vieillissants et qui détectent les chutes ou les baisses de pression. Eh bien ça, je ne vois pas de risque pour l'économie ni pour la société. Ça permet à des personnes de rester en vie avec des moyens qui sont beaucoup moins chers que les moyens humains. Mais c'est vrai effectivement que si ça va beaucoup plus loin, ça peut poser un certain nombre de problèmes qui vont être gérés par nos fiscalistes. Géré par nos fiscalistes. Oui, donc qu'on soit clair, personnellement, je suis absolument pas contre la robotisation, bien au contraire. De Non, toute mais ça, on l'a façon, compris. ouais, Ça, on l'a compris. on pourra rien faire contre. De toute façon, c'est la productivité, c'est l'évolution, on ne pourra pas s'opposer. Ce que je veux simplement dire, c'est que, et en plus, ça peut même être très très bien dans certains aspects, comme on l'a évoqué. Mais si on constate, et c'est une question ouverte effectivement, vous avez des économistes qui vous disent qu'au contraire, on aura des nouvelles places de travail suffisantes, mais vous avez quand même beaucoup, et des gens très sérieux, qui disent qu'il y a un gros souci. Alors, quand on est en politique et qu'on parle de 2035 et futur, on ne peut quand même pas simplement laisser de côté ces alarmes. Maintenant, moi je verrais peut-être deux étapes, si vous voulez, dans le raisonnement. La première étape, tout à fait, c'est de dire le robot n'est pas du tout un être humain, c'est pas un sujet, c'est une machine. D'accord? Ça, c'est la première étape, mais quand même, c'est une machine qui remplace des places de travail. Donc, si vraiment ces machines remplacent des quantités de places de travail, il faudra bien trouver un problème de financement. Et à ce moment-là, je pense que l'idée, c'est de taxer l'usage du robot. N'est-ce pas? Ce n'est pas taxer le robot lui-même, c'est de taxer l'utilisation du robot. C'est-à-dire une sorte de salaire théorique qui correspondrait au salaire d'un être humain. Ça, je dirais, c'est la première étape du raisonnement. Mais maintenant, on peut aller encore plus loin, mais là, alors on est d'accord, on va encore plus loin dans le futur, mais soyons un petit peu fous aujourd'hui. Et vous avez quand même le Parlement européen, par exemple, qui a fait un rapport qui étudie l'idée de donner une personnalité juridique aux robots. Et pourquoi pas? Prenez une société. Qu'est-ce que c'est qu'une société anonyme? Vous avez déjà vu une société anonyme? Vous pouvez lui serrer la main? Absolument pas. C'est une fiction, une société anonyme. Ce que vous voyez dans une société, c'est la marque. Vous voyez Coca-Cola, Pepsi-Cola, le musée olympique, mais la société en tant que telle, ça n'existe pas. Je dis toujours ça à mes étudiants, c'est un fantôme, une société. Et donc, le législateur juridique, quand il a des besoins de ce type, il y a un siècle, il a créé une nouvelle personnalité juridique, la société. Et vous avez un arrêt de la House of Lords, il faut lire cet arrêt, 1880, quelque chose comme ça, qui reconnaît qu'effectivement, on peut créer une nouvelle société. Et donc, pourquoi pas se dire à un certain moment, quand les robots, au sens large du terme, auront une autonomie suffisante, la capacité de progresser et d'apprendre, peut-être le législateur doit intervenir, et je suis de ceux qui sont pour cette façon de faire, et de créer une nouvelle personnalité juridique, ce serait peut-être une personnalité virtuelle ou électronique, si vous voulez, qui serait à ce moment-là un robot. Et là, on aurait un sujet à définir, comme on a fait pour les sociétés. Mais ça, bien sûr, on parle dans le futur.